Alors je sais qu'on parle souvent d'œuvres horrifiques sur cette chaîne, et en vrai, cela est totalement involontaire. Mais pour Halloween, je voudrais parler en profondeur sur ce genre, qui, faut l'avouer, est l'un de mes préférés. Tu rajoutes les jeux vidéo dans l'équation et ça devient de la poussière blanche pour moi. Juste pour vous prévenir, dans cette vidéo, je vais survoler plusieurs jeux vidéo, comme des repères historiques de plusieurs époques, et analyser l'évolution de ce genre sur les plans mécaniques et thématiques. Donc s'il y a un jeu qui vous intéresse, les voici. Et il y a chaque tâche pour vous amener dessus. Après, le mieux, c'est de tout regarder, de liker, de commenter, de vous abonner évidemment. Bref, avant de parler de jeux vidéo, on va tout de suite faire une parenthèse, oui encore une parenthèse, j'ai l'habitude, sur les autres médias, sur le thème horrifique. Dans le cinéma, l'horreur est super codifiée. Ce que je veux dire par codifié, c'est que le genre en tant que tel a des motifs récurrents dans plusieurs de ses films. Par exemple, la grande mode des slashers dans les années 80, qui a amené beaucoup d'archétypes comme la Final Girl ou le noir qui meurt en premier. Je sais pas si c'est le meilleur exemple à donner. Et aussi à la fin des années 90 et 2000, il y a eu la mode des found footage. En gros, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur où la caméra est présente dans l'histoire et les personnages s'en servent. Comme le film Paranormal Activity ou bien le projet Blair Witch. Je mentionne ces deux genres-là car ils auront un impact sur le jeu vidéo justement. Dans la littérature, plus précisément dans les romans ou bien les nouvelles, puisqu'ils diffèrent des autres médias, sa manière de transmettre la peur est plus sur l'atmosphère et les descriptions. En effet, puisqu'il n'y a que du texte, logique, il utilise d'autres mécaniques pour nous mettre mal à l'aise. Comment il décrit les lieux, les personnages ou bien les situations en tant que telles. Comme H.P. Lovecraft qui a créé un univers extrêmement glauque qui a inspiré beaucoup d'autres univers comme je sais pas, Tolkien ou bien les livres de Stephen King. Cela diffère de tous les jumpscares qu'on voit au cinéma. Quoique. Je suis pas un grand expert de littérature, j'ai lu que 2 livres dans ma vie, donc voilà. Bref, passons à ce qui nous intéresse, le jeu vidéo. Déjà à la base, je ne vais pas dire si le jeu vidéo est un art ou pas, puisque ce n'est pas le débat, on s'en bat les couilles. Cependant, on peut pas nier le fait que c'est une nouvelle manière de transmettre des histoires et raconter des choses et transmettre des émotions. Ce qui différencie le jeu vidéo de tous ces médias, c'est qu'un joueur a une position active au lieu de passive. Cette différence, c'est vraiment la force du JV, puisqu'elle permet d'être plus dans l'immersion et dans l'ambiance. On se sent plus impliqué parce que si on fait rien, il ne se passe rien, justement. Contrairement à un film où une histoire se déroule toute seule. Il y a plusieurs notions à prendre en compte, mais on va les énumérer petit à petit. Juste garder ça en tête, que le joueur est actif, c'est la base dans un jeu vidéo. Pour voir l'évolution de l'horreur dans le JV, on va essayer de faire une ligne du temps avec des jeux clés. On commence avec les années 90 parce que les années 80... Ouais, c'est pas fou. Le premier jeu qui me vient en tête, c'est Alone in the Dark. Ouais, Dark. Alone in the Dark, une saga de 4 jeux, a été développée par Infogrames. Oui. Un des premiers du genre Survival Horror, sorti dans des vieux PC en 1992. Et j'ai besoin d'expliquer le Survival Horror. Dans ce genre, même si des aspects de combat peuvent être intégrés dans ce style de jeu, le gameplay réduit généralement la puissance du joueur, contrairement à un jeu d'action par exemple. Parfois, le joueur doit explorer les environnements pour trouver des objets spécifiques pour accéder à un passage vers une nouvelle zone et résoudre des énigmes en général. Bref, revenons sur Alone in the Dark. L'histoire se déroule dans un manoir hanté de Derceto, une demeure mystérieuse et sinistre située en Louisiane. Les joueurs peuvent choisir entre 2 enquêteurs privés qui cherchent à découvrir les secrets sombres de la maison. Les écrits de H.P. Lovecraft ont eu un impact significatif sur le jeu, ce qui se reflète dans l'atmosphère et les thèmes surnaturels du jeu. Le joueur doit essayer de trouver une sortie dans le manoir. Des ennemis tels que des zombies, des rats, des chiens et d'autres créatures étranges peuvent nous attaquer dans le manoir. Les combats n'ont pas un grand impact dans le jeu. Ce n'est pas une mécanique principale puisqu'il contient peu de mobs à éliminer. On se concentre plus sur résoudre des énigmes. Vous êtes sûrement en train de me dire pourquoi je parle de ce vieux jeu de merde qui est moche en plus. Eh bien déjà il faut commencer quelque part. Mais surtout, le système de caméra fixe d'Alone in the Dark, qui consiste à changer les angles de caméra à mesure que le personnage se déplace dans la maison, était l'une des fonctionnalités les plus inventives du jeu à son époque. C'était l'un des tout premiers jeux qui joue avec la caméra et les angles, comme un film justement. Je pense fortement que les développeurs se sont inspirés du cinéma d'horreur pour avoir cette idée. À part cela, la musique est pas folle, les graphismes et les contrôles, putain, c'est de la merde, mais je pardonne parce que c'est sorti en 90 sur DOS, et qu'à cette époque la 3D était naissante. Ce n'est même pas en vrai de la 3D en fait, ils utilisaient des graphismes en 2D pré-rendus pour créer l'illusion de la 3D. Pour l'époque c'était assez stylé, mais maintenant voilà, c'est clairement les types de jeux qui ont besoin d'un remake. Oh,
Ah bah voilà. Il y a également les suites de Alone in the Dark où il n'y a pas de grande différence, c'est des petites évolutions mais rien de notable. Il existe également un film sur le jeu qui est à skip horrible on dirait. Passons au prochain jeu qui a marqué les années 90, beaucoup plus connu que Alone in the Dark. Un jeu qui a eu aussi une adaptation filmique, même plusieurs. Un jeu, ou plutôt une franchise d'origine japonaise. Je parle bien évidemment de... Resident Evil, premier du nom, est sorti en 96 sur PS1. Ah, je jouis! Cependant, je ne vais pas parler de cette version. Désolé la Play 1, mais cela sera pour une prochaine fois. Je vais plutôt parler de la version RE1 que j'ai connue, celle sortie sur GameCube en 2002. De toute façon, Shinji Mikami, le réal de Resident Evil, a avoué que la version de 2002 est celle qu'il voulait faire car celui de la PS1 était dépassé techniquement et qu'ils ont dû enlever des trucs qu'ils ont mis justement sur GameCube. Certes, je ne suis pas à la chronologie que j'ai dit, mais on s'en branle, de toute façon c'est le même jeu. Resident Evil développé et édité par Capcom pour ceux qui connaissent pas. Voilà, comme j'ai dit plus tôt, sorti en 96 et qui a eu un impact monstrueux alors que le jeu visait un public de niche. Durant la création du jeu, les développeurs ont eu de la difficulté à accomplir la vision de Shinji Mikami, celui que j'ai mentionné plus tôt, surtout sur l'aspect de la caméra. Ils se sont notamment inspirés de Alone in the Dark, alors que Shinji aurait plutôt vu le jeu à la première personne, ce qui est le cas maintenant depuis Resident Evil 7. C'est le seul point où les deux jeux se ressemblent, parce que RE soulève à tout point Alone in the Dark. Mais avant de parler en profondeur du jeu, bah ça raconte quoi? Ah oui, j'utilise l'acronyme RE pour dire Resident Evil, c'est plus simple, voilà. Le jeu se déroule dans un manoir mystérieux où une équipe d'agents spécialisés du STARS enquête sur la disparition de leurs anciens collègues. Lorsqu'ils arrivent dans le manoir, ils constatent rapidement qu'ils sont envahis par des zombies, qui ont été créés par des expériences génétiques illégales menées par la malveillante entreprise Umbrella Corporation. Le joueur a le choix entre deux personnages, Jill Valentine et Chris Redfield, et ils explorent le manoir résolvant des énigmes et combattant des ennemis, afin de découvrir la vérité derrière l'horreur qui se cache dans ces murs. L'histoire est assez basique, c'est vraiment un prétexte pour le gameplay. Alors maintenant, vous voulez savoir pourquoi le jeu soulève Alone in the Dark? Alors, déjà en termes de mise en scène, le jeu est beaucoup plus ambitieux sur cet aspect. Les angles de caméra étaient souvent placés de manière à cacher les ennemis ou à révéler des éléments essentiels de l'histoire, contribuant ainsi à l'atmosphère effrayante du jeu et à l'immersion. Les angles choisis ont également été utilisés pour encadrer artistiquement les scènes importantes comme l'introduction. En termes de tout, le jeu baise Alone in the Dark. Le jeu est plus abouti, les graphismes sont mieux, juste en comparant les deux scènes où le chien casse une fenêtre, c'est beaucoup mieux fait. On remarque une grande évolution sur l'approche de l'horreur par la mise en scène, ce qui entraîne une ambiance et en n'oublions pas la musique qui va avec. Le moment où j'ai commencé à kiffer le jeu, c'est la première rencontre avec un zombie. Tu lui tires dessus et tu réalises que, putain, il leur faut des balles pour le tuer. Et c'est comme ça avec tous les zombies. Et c'est là que tu réalises que tuer des zombies en masse, ça ne sert à rien. De plus, les munitions et les soins sont assez rares. C'est mieux de s'enfuir que de tuer un par un des zombies. Il est plutôt préférable de garder les balles pour les boss par exemple. Tout cela rajoute le côté qu'on se sent faible auprès des ennemis trop puissants. Donc le stress et la peur est extrêmement présente. Après, RE n'est pas parfait. Il y a des défauts. Et je suis désolé, mais les contrôles, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à être précis avec cette merde. Je pense que cela s'appelle des contrôles absolus ou bien la maniabilité absolue. En fait, c'est très simple. Lorsque je veux tourner à droite, par exemple, je ne peux pas juste viser le joystick à droite. Non, absolument pas. Car cela me fait juste pivoter le personnage vers la droite. Alors, ce que je dois faire, c'est avancer et tourner à droite. C'est de la merde, pour être précis, c'est horrible. En plus, il y a d'autres options de contrôle pires que celle-ci. Si pour vous, recommencer un couloir en boucle pour esquiver un zombie avec ses contrôles de merde, ça vous dérange pas, bah c'est un jeu pour vous, voilà. Par contre, je l'ai fait sur émulateur, il faudrait que j'essaye sur GameCube pour voir si c'est juste moi le problème ou le jeu tout court. Hormis cela, le jeu est excellent, je vous le conseille fortement. C'est là où le survival horror naît, justement. Cependant, le mec qui a eu l'idée des sauvegardes est vraiment un sale... On va maintenant s'attaquer à un gros morceau. C'est le jeu qui m'a motivé à faire cette vidéo avec FNAF.
Silent Hill 2 est sorti en 2001 sur PS2, puis plus tard sur Xbox, premier du nom. L'histoire du jeu, eh bien, on incarne un homme qui se nomme James Sunderland, qui se trouve sur un aire de repos, à l'entrée d'une étrange ville qui se nomme Silent Hill. Il se pose pas mal de questions. Comment sa femme décédée, Marie, a-t-elle réussi à lui envoyer une lettre en lui demandant de nous joindre dans cette ville? Pour découvrir la vérité, James devra plonger dans l'épais brouillard de Silent Hill et surmonter les cauchemars qui l'habitent au plus profond de sa psyché. Ce jeu a été une obsession pour moi pendant des mois. Déjà le fait que le jeu puise sur un de mes chiffres préférés, l'échelle de Jacob, ça fait plaisir. Et je ne suis pas le seul à l'être. C'est le genre de jeu qui a une aura intouchable et qui fait partie des panthéons des meilleurs jeux d'horreur, des meilleurs jeux de la PS2 et l'un des meilleurs jeux tout court. Vous voyez, de mon point de vue, les œuvres marquantes sont placées en losanges séparées en 3 parties. La partie tout en bas représente les jeux qui ont, entre guillemets, créé en genre. Comme on l'a mentionné, Alone in the Dark a, on peut dire, créé le survival horror. Plus large que la première sont les jeux qui excellent dans ce nouveau genre, comme Resident Evil et le jeu qu'on va parler présentement, Silent Hill 2. J'imagine ce que vous dites derrière votre écran. Eh bien, vous avez raison. Je n'ai pas parlé du premier jeu parce que tout simplement, je n'ai pas eu le temps de jouer. Au niveau du gameplay, c'est très ressemblant à Resident Evil, comme les mécaniques de combat. Peu de munitions et peu de soins disponibles. Les ennemis sont lents et fastidieux à tuer. Je dirais plus chiant que Resident Evil en vrai. Ce qui est lent et répétitif et donc on préfère fuir. Mais ce n'est pas de cela que j'ai envie de parler. Parce que certes il reprend certains codes de son inspiration, pourtant il arrive à se différencier de celui-ci avec une approche un peu plus différente du survival horror. En termes d'histoire, Silent Hill est beaucoup plus ambitieux et captivant. Il essaie de nous transmettre des valeurs, un thème précisément. Une histoire qui n'est peut-être pas claire mais qui laisse sujet à plusieurs interprétations, ou aux symboles, à l'abstrait. Sans spoiler, le jeu aborde des thèmes sombres et plutôt réalistes contrairement à ce qu'on pense. Dans ce délire, je le compare plus à Omori, qu'on a déjà parlé sur cette chaîne et qui est un jeu d'horreur qui aborde quelques thèmes ressemblant à Silent Hill, surtout au niveau du twist de fin. Je me disais qu'Omori maîtrisait cela très bien, mais le truc c'est que Silent Hill c'est ça 20 ans avant. Après, si on réfléchit comme ça, on peut dire que Silent Hill n'est pas surprenant parce que Totsuki, l'auteur de Crime et Châtiment, qui est un ouvrage qui a beaucoup de points en commun avec Silent Hill. Je vous le conseille. Néanmoins, pour le jeu vidéo, c'est stylé, il faut pas se mentir. Autre chose qui a vraiment marqué les joueurs et moi aussi, l'ambiance du jeu est exceptionnelle. Avec ce brouillard où tu vois juste 3 mètres devant toi, le bruit de la radio qui crépite quand un ennemi est à proximité mais tu ne sais pas quoi précisément, les décors qui sont comme figés dans le temps où tout est abandonné, vide, qui raconte quand même quelque chose malgré qu'il n'y a personne. La musique et même l'absence de musique joue extrêmement à l'ambiance. Il y a des moments où le jeu te laisse avec un silence complet sans le moindre bruit sonore, ce qui crée un sentiment de malaise et de solitude. Pour décrire ce jeu, c'est le malaise constant, omniprésent quand on explore cette ville. En même temps, ce monde et ces lieux restent d'un autre côté intrigants et attirants même. Comme les développeurs disent dans leur docu, il y a un mélange d'attraction et de répulsion. Aussi, même si on a le sentiment de solitude, nous sommes pas seuls à Silent Hill. C'est à la fois une bonne et une très mauvaise nouvelle. Les personnages sont super bien écrits et très importants pour comprendre où on a foutu les pieds. Juste le dialogue avec le premier PNJ du jeu annonce la couleur. En gros, contexte. On vient d'arriver à Silent Hill, on traverse un long chemin avec plein de bruits chelous et ensuite on déboule dans un cimetière où on rencontre une fille qui se nomme Angela. Excuse me, I'm sorry. I No, was it's just okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. lost. Ce dialogue est vraiment pour moi représentatif de l'expérience du jeu. Mais en fait, ce passage a un autre sens quand tu finis le jeu. Et lorsque je vois cette scène, je peux pas m'empêcher d'imaginer la suite des événements et des révélations. Silent Hill 2 est un jeu qui fait mal. Traite des thèmes comme la culpabilité, la peine, le deuil, les maladies mentales, le sexe et encore plus. Ce jeu a prouvé qu'on pouvait faire des survival horror qui maîtrisent ses mécaniques et qui racontent une histoire qui a un propos intéressant en même temps. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet pour plus approfondir sur les thèmes, les personnages, tout ça, dites-le-moi en commentaire. Alors, vous vous rappelez du losange que j'ai illustré précédemment? J'ai fait exprès de ne pas parler de la partie supérieure. Cette catégorie est la plus petite car
comme le bas, très peu de jeux arrivent à atteindre ce stade. C'est de réinventer et déconstruire le survival horror. Et le jeu qu'on va parler fait partie de cette catégorie. Et en plus, excelle dans sa façon de réimaginer ce genre, du moins pour l'avis du public. Resident Evil 4, et oui encore ces foutus japonais qui nous ont bombardés en 41, est sorti le 11 janvier 2005 en exclusivité sur GameCube, puis plus tard sur PS2 la même année. À nouveau, un agent du Star, Léon Scott Kennedy, est envoyé en Europe pour sauver la fille du président, Ashley Graham, qui a été enlevée en Espagne par la secte de Los Illuminatos, je crois que ça se dit comme ça. Les membres de cette secte sont infectés par un parasite nommé le Las Plagas, ce qui les rend un peu zombifiés. Voilà pour le résumé. Pourquoi le jeu a été tant acclamé par la critique et est considéré comme un des meilleurs Resident Evil, qui a renouvelé le genre de l'horreur, alors comment il a fait? La première chose que les développeurs ont fait, c'est la suppression de certains codes de Resident Evil. Il n'y a plus de caméra fixe, plus de cinématique quand on ouvre les portes, ça c'est fini. À la place, on a une caméra à la troisième personne qui suit notre personnage. Et du moins dans la première partie, le jeu se passe dans un village et non dans un manoir. Cette prise de risque a beaucoup plu au nouveau public qui a apprécié le contrôle de caméra qui ont commencé à se faire beaucoup dans cette période. Il y a aussi une grande évolution graphique qui a choqué les gens à l'époque, surtout sur GameCube. Mais il y a toujours un mais avec moi. Personnellement, je trouve le jeu... Je ne retrouve pas les qualités que j'avais appréciées pour le premier jeu. Attention, je ne dis pas que Resident Evil 4 est un mauvais jeu. Je l'ai joué que 5 heures et peut-être que mon avis changera si je le finis. Ce que je lui reproche, c'est d'être un mauvais Resident Evil. Et en même temps, même un mauvais survival horror. Je suis même pas sûr que c'en est un en fait. Je ne sais pas qui a pris la décision pour faire de ce jeu un jeu d'action, mais on remarque qu'ils ont pris plusieurs codes de ce genre. Les zombies sont plus faciles à tuer, ils droppent même des munitions je crois. Si on m'avait vendu le jeu comme un jeu d'action à la troisième personne comme Gears of War, je serais peut-être plus indulgent. Néanmoins, ces changements, ça reste bénéfique. En fait, je parle de Resident Evil 4 seulement pour prétexte du prochain jeu qu'on va aborder, et qui est là tout de suite, et qui pour moi corrige le problème de ce jeu. Dead Space, développé par EA, est sorti en 2008, le premier opus de la trilogie. D'ailleurs, qui a eu un remake cette année. Ah oui, j'ai oublié de dire, presque tous les jeux que j'ai mentionnés ont et auront un remake. Le jeu se déroule sur un vaisseau envahi par des zombies nommés les nécromorphes. Le joueur incarne l'ingénieur Isaac Clarke, qui navigue dans le navire et lutte contre les nécromorphes, tout en luttant contre une psychose croissante. Au fil de la narration, Isaac explore diverses zones, résout des énigmes environnementales et trouve des munitions et des équipements pour survivre. Ce jeu est vraiment génial, purée à cette époque, EA faisait pas de la merde. Dans Dead Space, les éléments de gameplay sont très ressemblants à RE4. C'est la même chose et en plus ça fait peur, donc le problème c'est réglé. Bien sûr, le jeu a des éléments en plus qui ajoutent l'immersion et l'expérience, c'est par exemple l'absence de HUD. Pour ceux qui connaissent pas le HUD, c'est l'affichage autour de l'écran de jeu. Par exemple les points de vie, la minimap, et bien ici il n'y a rien. C'est vraiment une excellente idée pour vraiment se focus sur l'ambiance. Oui, mais Resident Evil et Silent Hill 2, c'est pareil, non? Oui. Mais dans Dead Space, ça va plus loin. Par exemple, t'as pas vraiment besoin d'utiliser un menu car tout est intégré intradiégétiquement. La map, la barre de vie, etc. Et on peut tirer en bougeant en même temps, c'est pas rien pour l'époque. Toi, ce qui m'a vraiment fait kiffer le jeu, c'est les mécaniques, je sais pas comment le dire, dissection. En gros, nous avons une arme, la première qu'on trouve, qui permet de tirer 3 balles horizontalement et verticalement. Nous pouvons viser les jambes, les bras, la tête, afin d'éliminer les nécromorphes. Évidemment, plus tard, d'autres armes sont débloquables avec le même système. Ce concept, qu'est-ce que je le kiffe, c'est vraiment satisfaisant. Je me sens comme un chirurgien en train de disséquer vos couilles là. C'est important de rendre les combats intéressants, même si dans un survival horror, c'est pas l'élément le plus primordial. Mais c'est bien de diversifier son gameplay. Justement, l'élément primordial dans un survival horror, c'est l'ambiance / l'atmosphère. Ce que je reprochais de RE4, là dans Dead Space, c'est totalement maîtrisé. Surtout dans l'aspect des sound design. En premier, la musique. Bien inquiétante comme on les aime, avec une atmosphère spatiale en plus qui me rappelle beaucoup Metroid Prime, en enlevant le côté héroïque évidemment. La même chose avec le son qui est très minutieux. Le travail sur la station spatiale qui est bien bruyant sa mère, les voix comme celle de Isaac qui se limite qu'à gueuler, ça fait le taf. Même chose avec les nécromorphes, on sent la souffrance tu vois. Les sound effects que je kiffe en particulier, c'est ceux des armes. Ou devrais-je dire des outils. Car en vrai, notre perso, c'est juste un mécano du futur qui utilise ses outils du futur.
Bref, avec tout ça, certes le jeu n'est pas révolutionnaire. Il a des défauts comme tout. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est le nombre de munitions, beaucoup trop disponibles à mon goût. Aussi le fait que les PNJ répètent les missions comme un débile. Par exemple, au début du jeu, il y a un moment où j'ai dû aller quelque part, puis ils me l'ont répété 3 fois. C'est bon, j'ai compris, je suis pas con. Et en plus, cela casse le côté, on est tout seul en train de se débrouiller. Pour résumer le jeu de façon très simple, c'est Resident Evil 4 dans l'espace et qui fait peur. Je voulais juste recontextualiser l'époque des années 2010 parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses. On a inventé une nouvelle manière de consommer du jeu vidéo et aussi des éléments externes qui ont changé le milieu. La prochaine chose qui me vient à l'esprit, c'est YouTube, les réseaux sociaux. Ces deux réseaux sociaux ont vraiment eu un impact sur le jeu vidéo moderne et en particulier sur le jeu vidéo d'horreur. Au tout début de YouTube, on voyait apparaître de nombreuses chaînes de gaming qui jouaient à des jeux d'horreur en face cam, où des hommes crient pour tout et n'importe quoi. Ouais, ça c'est ma génération. Ces youtubeurs ont vraiment influencé notamment comment on découvre des jeux vidéo, puisqu'en parallèle il y a eu l'explosion des jeux indés. Si on fusionne ces deux événements, démocratisation des jeux indés et YouTube et Twitch, ça crée les années 2010. Cependant, on va voir si ces jeux sont marquants et ajoutent un truc de plus. La réponse est oui, évidemment. Alors oui, je les mets tous les deux en même temps car ils réunissent tous les deux la nouvelle formule du survival horror. Maintenant, la caméra à la troisième personne, ça va à la poubelle. Maintenant, face à la première personne. Ça paraît si évident de faire un jeu d'horreur à la première personne, mais ça fait juste 14 ans qu'on a vraiment commencé à utiliser ce procédé, qui a cartonné avec les FPS et les jeux d'action à la BioShock. Si on prend aussi le point de vue des développeurs indépendants, je pense que c'est beaucoup plus rapide de modeler juste une main que tout un corps. Cette nouvelle méthode aide aussi à l'immersion. Beaucoup de joueurs avaient du mal à s'immerger dans ce type de jeu car voir son avatar crée une distance. Au moins, cette manière de mettre en scène a rendu plus accessible ce type de jeu qui, il faut l'avouer, était de niche. Certes, Resident Evil 4 a très bien marché, mais ça reste pour des gros puants de gamers, il faut le dire. Bref, revenons sur Amnesia et Outlast. Mais en premier, Amnesia, parce qu'il est sorti avant Outlast, logique. Amnesia met en scène un homme nommé Daniel, qui se réveille dans un château désert. Il découvre à travers des notes qu'il a écrites à lui-même qu'il doit tuer le propriétaire, Alexander. Mais puisque Daniel souffre d'amnésie, il ne comprend pas ce qui s'est passé et préfère ignorer ses notes. En avançant, il retrouve des souvenirs et apprend davantage sur l'histoire de lui-même et d'Alexander. Cependant, tout en explorant les sombres couloirs du château, il est traqué par une créature étrange. Ce jeu a renouvelé le genre de l'horreur, en introduisant des éléments de gameplay qui mettaient l'accent sur la vulnérabilité du joueur et de l'expérience immersive. Il a, comme ses prédécesseurs, limité les ressources du joueur. C'est comme un retour aux sources et avec une map beaucoup plus grande. Mais qui reste quand même très linéaire, il faut le dire. Le jeu se repose beaucoup sur le fait que notre personnage fait des malaises durant l'aventure. Et avec l'effet utilisé, on comprend qu'il veut aussi nous faire transmettre ce malaise. Et ça marche bien, très bien même. De plus, notre protagoniste est sensible à la lumière, donc l'obscurité est devenue un ennemi en soi. Les niveaux sont fréquemment placés dans l'obscurité totale, ce qui rajoute encore plus l'angoisse et le sentiment d'oppression. Et même un sentiment de vulnérabilité, puisqu'il y a l'absence totale d'armes disponibles dans le jeu, aucun moyen de se défendre, seule solution c'est de courir. Et on court beaucoup sur Amnesia. Cela entraîne une tension car les joueurs doivent se cacher et éviter les dangers en permanence. Du côté de Outlast, sorti en 2013, a suivi les traces d'Amnesia et a impacté le genre aussi. Dans ce jeu, le joueur incarne Miles Upshur, je sais pas comment on dit, un journaliste qui enquête sur des activités suspectes dans un asile abandonné. Il découvre des expériences cruelles menées par des scientifiques et des patients mutés. Au cours de l'histoire, il est poursuivi par des ennemis terrifiants, dont le projet Wall Rider, je sais pas comment on dit aussi, une créature surnaturelle développée grâce à des études scientifiques. Le jeu, également à la première personne, met l'accent sur l'exploration, l'obscurité oppressante et aussi la vulnérabilité du protagoniste. Pareil qu'Amnesia, ça change pas. La mécanique que le jeu ajoute, c'est la caméra. Le personnage principal utilise cette caméra avec une vision nocturne. Cette vision nocturne réduit la batterie de la caméra, ce qui oblige le joueur à gérer attentivement ses outils. Cette mécanique crée une tension en plus car les joueurs doivent choisir judicieusement quand utiliser la vision nocturne pour naviguer dans l'obscurité. Sinon on est dans la merde et on voit que dalle. En résumé, c'est deux jeux qui ont un impact sur l'industrie du jeu vidéo d'horreur en raison de leur capacité à modifier les attentes du joueur. Ils ont renforcé l'importance de l'immersion en introduisant, comme on avait dit, la première personne. Ces deux jeux ont ouvert la voie à plein de dérivés, plusieurs jeux médiocres entre autres, mais qui marquent leur influence.
Lorsque Five Nights at Freddy's est sorti en août 2014, à cette époque, l'industrie du jeu vidéo était déjà à l'apogée, grâce aux jeux qu'on a mentionnés d'ailleurs. Des titres qui ont démontré que le jeu vidéo indé pouvait offrir des expériences horrifiques uniques, souvent axées sur l'exploration et la peur psychologique. Et également l'explosion des youtubeurs gaming comme PewDiePie, Markiplier et en France, Squeezie par exemple. Cependant, FNAF a adopté une stratégie différente et à contre-pied de son époque. Le jeu a réduit son espace, une simple salle de contrôle au lieu de se concentrer sur l'exploration, créant un sentiment d'isolement. Le minimalisme de cette méthode a contribué à l'ambiance claustrophobique du jeu. On a retiré ce sentiment d'être perdu dans un monde, mais un autre sentiment d'être coincé dans un lieu durant une durée déterminée. Pour ceux qui connaissent pas, ce qui m'étonnerait, c'est quoi Five Nights at Freddy's, parce que ça date de 9 ans quand même. FNAF est un point and click développé par Scott Cawthon, un seul gars dans sa chambre qui a créé l'une des licences qui a le plus de succès dans cette dernière décennie. Pas mal la success story. Le jeu se déroule dans une pizzeria où les animatroniques, Freddy, Bunny, Chica et Foxy, sont destinés à divertir les clients tout au long de la journée. Le but principal est de survivre jusqu'à 5 h du matin, tout simplement. Le joueur joue le rôle d'un gardien de nuit qui est embauché pour garder une pizzeria sous contrôle. L'objectif est de survivre 5 nuits en évitant les attaques des animatroniques qui sont habités. Par quoi? Va regarder les vidéos de Captain Hype alors. Pourquoi ce jeu a autant marqué les joueurs? Eh bien, décortiquons cette formule assez simple en vrai. Le jeu repose sur des mécaniques qui ne sont pas associées à l'horreur de base. Ses sources viennent du jeu de gestion et un peu du point and click que Scott faisait avant, je crois. Il inspire d'autres influences pour créer une expérience unique. Le concept des animatroniques n'était vraiment même pas exploité dans l'horreur. Les zombies, les clowns, les fantômes, c'est bon, on a fait le tour, alors que les animatroniques... Maintenant avec FNAF, les gens ont vraiment peur de ça, comme les clowns avec It. Si on revient sur le jeu, ceux qui maîtrisent vraiment le concept dans la saga, c'est le premier opus et le quatrième. Car le souci avec le 2 et le 3 et le reste, c'est qu'il y a trop de notions de maîtrise de la situation. En gros, l'horreur marche quand tu n'es pas maître du jeu et que tu te sens faible, impuissant, comme on l'a vu tout au long de la vidéo. Alors que FNAF 2 par exemple, c'est très facile de contrôler la situation. Je dis ça alors que c'est mon FNAF préféré, c'est le plus fun à jouer. Toutefois, le premier FNAF a un côté très imprévisible, lorsque Freddy, Bunny, Chica et Foxy nous chassent. Et le 4, oh putain le 4, c'est le plus effrayant de tous. Déjà le jeu est vraiment différent des autres. Puisque les caméras, c'est ciao, la pizzeria, au revoir. À la place, on a un enfant dans sa chambre qui se fait attaquer par des animatroniques version cauchemardesque. Sorti en 2015, il a traumatisé ma génération car le gameplay se repose maintenant sur le son. Le son arrive à faire plus peur que l'écran. Le jeu se focus vraiment là-dessus puisque le seul moyen de savoir si les créatures sont présentes sont avec ces bruits. C'est tellement faible qu'on est obligé d'y jouer avec un casque, le son à donf. Vraiment, ce jeu est terrifiant. Grosse recommandation pour moi. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur FNAF. Puisque ce sont des jeux dont le gameplay se limite à très peu d'action, très peu de musique et de son, même s'ils sont cool. Je pense qu'on a fait le tour de l'horreur dans le jeu vidéo. Donc on doit retenir quoi? Déjà, il ne commence pas de rien. Il puise ses influences au début des autres formes d'art, comme les bouquins et le cinéma. Comme nous l'avons vu avec Alone in the Dark et Resident Evil, même maintenant avec des slashers comme Day by Daylight. Mais pour récap, l'horreur et surtout le survival horror fait ses débuts avec le jeu Alone in the Dark sorti en 92. Il instaure les caméras fixes pour se situer dans des lieux 3D. Capcom reprend ce concept et crée Resident Evil en 96, qui est considéré comme le premier survival horror, et qui ajoute des actions plus approfondies dans son gameplay. Ce jeu crée une base pour tous les prochains jeux d'horreur. Quelques années plus tard, en 2001, Konami sort la suite de son jeu Silent Hill, grandement inspiré par RE1, Silent Hill qui marquera énormément les joueurs par son propos et ses thèmes très durs. Son ambiance et sa musique sont notamment acclamés par la critique. Capcom continue sa lancée et sort en 2005 le 4e volume de Resident Evil, qui bouscule les codes du survival horror, en se rapprochant plus des jeux d'action de son époque. Quittons le Japon pour arriver aux États-Unis. En 2008, EA sort Dead Space, qui pioche un peu partout ses inspirations, comme les jeux cités précédemment en ajoutant sa touche personnelle évidemment. Le début des années 2000 a été bouleversé par beaucoup de choses, comme l'explosion des jeux indés popularisés par les youtubeurs et les twitchers, si ça se dit. Notamment des jeux d'horreur comme Amnesia, Outlast qui se font reconnaître. Et aussi amène une autre manière d'appréhender le jeu d'horreur, c'est la première personne. D'un autre côté, on a un homme du nom de Scott Cawthon qui a créé son petit jeu extrêmement connu qui se nomme FNAF, qui s'écarte vraiment des codes du survival d'horreur en faisant en quelque sorte un jeu d'arcade d'une certaine manière. Au final, comment ça marche le JV d'horreur? Eh bien, on retrouve dans tous ces jeux la survie. Très peu de jeux d'horreur se détachent de la survie. Je pense que cela est inévitable dans un jeu d'horreur. La caméra a pris plusieurs formes pour au final arriver à la première personne, qu'on peut considérer comme le moyen optimal pour effrayer les joueurs. Cela permet de s'incarner totalement dans l'histoire, contrairement aux autres plans de caméra. Certains jeux vont réduire la quantité des munitions des armes, ou de la santé, ou alors augmenter les dégâts subis, et le nombre de monstres, etc.
Et c'est pas mal tout. Avant de finir, c'est comment les jeux d'horreur en 2023 ? Ben ils sont toujours là. Il y a toujours des choses à dire, comme je n'ai pas parlé des jeux d'horreur narratifs comme Until Dawn sorti en 2016, ou bien de Doki Doki Literature Club sorti en 2017, qui prend une approche totalement différente puisque ce n'est même pas un survival horror, mais un visual novel. Aussi Resident Evil qui revit de ses cendres en se mettant à la première personne lui aussi, avec le 7 et le 8. Bref, il y a encore plein de jeux à mentionner, mais nous n'avons pas encore le recul pour savoir si ça a un impact concret ou non, s'il y a un impact concret sur l'industrie du jeu vidéo. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Le bouton. Le gros bouton. Mais bravo, il est arrivé.